Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. De la bataille au bridge, il n'y a qu'un pont. Les cartes à jouer ont été introduites en Europe à la fin du XVIe siècle. Inventées en Orient, c'est une certitude, les historiens font pourtant l'impasse sur leur origine et hésitent entre la Chine, l'Inde, la Perse ou le Proche-Orient. Quoi qu'il en soit, à la faveur des échanges commerciaux et des invasions, elles enjambent les pays arabes pour s'inviter chez nous. Venise, ouverte sur les pays du Levant, aurait découvert les cartes grâce aux Mamelouks et l'Espagne par la présence des Maures sur son territoire. Ces jeux ressemblent fort à ce que nous connaissons aujourd'hui, divisés en 4 sections de 13 cartes portant des deniers, des épées, des coupes ou des bâtons et 3 honneurs, roi, vice-roi et second. Les cartes se propagent alors dans toute l'Europe et font des émules. Le métier de cartier cartonne et représente un atout majeur pour ces nouvelles corporations. C'est à Charles VII, dit le Victorieux, au XVe siècle, que revient l'honneur d'avoir établi les 4 enseignes qui se sont imposées dans le monde, pique, cœur, carreau et trèfle. Charles Quint, bientôt imité par ses homologues, tire profit de l'émulation en taxant les cartes à jouer. Alors basés sur le hasard de la distribution et non sur la stratégie, les jeux s'assimilent à la loterie, jeu d'argent que l'Église juge d'un mauvais œil. Le jeu des luettes, une sorte de bataille, est cité par Rabelais dès 1532 dans son Pantagruel. La duchesse de Mazarin en était si friande qu'elle fut ruinée, ce qui aurait également pu arriver à Madame de Montespan, grande joueuse devant l'Éternel. Souvent ornées de magnifiques enluminures, les cartes étaient imprimées d'un seul côté. La face blanche servit comme carte de visite, post-it avant l'heure, reconnaissance de dette, mots doux. On a ainsi retrouvé des notes de Molière et une liste d'invités de Louis XVI. Elles furent même utilisées comme monnaie à l'époque où le comte de Frontenac, gouverneur du Canada, fut bien obligé de prendre la main pour compenser l'oubli régulier de Louis XIV de ravitailler la colonie en vivres et en numéraire. Dès le XVIe siècle, la donne change, avec l'apparition de nouvelles règles davantage portées sur la réflexion que le hasard. Le quadrille en France, l'ombré en Espagne, le Boston aux États-Unis, le vint en Russie et le whist en Grande-Bretagne, tous plus ou moins inspirés du tarocchi italien, né 100 ans plus tôt et à qui l'on doit l'atout, la triomphe, le trunfo, la trumpe, à ne pas confondre avec un certain Donald. Apparaissent les notions de partenaire ainsi que d'enchère et de chelem, adaptation du slam anglais. En 1864, à Constantinople, les joueurs de whist ont l'idée de faire choisir l'atout par le donneur, moyennant si nécessaire un dialogue avec son partenaire. Cette variante, qui introduit une construction de l'esprit plus scientifique, nous est rapportée par plusieurs témoins. Monsieur de la Guéronnière, ambassadeur de France dans la Sublime Porte, ou encore le journaliste Van Milligan pour le Daily Telegraph, qui évoque, je cite, un jeu fascinant nommé Bridge. L'ancêtre du bridge est donc né sur les rives du Bosphore. Les Français de la Riviera, les Américains et les Anglais l'adoptent et y apportent des nuances dès 1880, à l'instar du champion américain Harold Stirling Vanderbilt, inventeur du bridge contrat, et de la notion de vulnérabilité. Quant à l'origine du nom, les cartes sont brouillées. Il peut être une adaptation de bridge, contraction du russe birich, qui veut dire sans atout, ou encore, plus poétiquement, le symbole du pont que les Anglais de l'ancienne Byzance traversaient pour se rendre de l'ambassade au café Le Khedive
où il s'adonnait à ce nouveau jeu de l'esprit. La mer Noire ne s'appelait-elle pas le pont Euxin dans l'Antiquité ? Constantinople ne se situe-t-elle pas justement dans l'ancienne région du Pont ? Enfin, les partenaires ne jettent-ils pas un pont lorsqu'ils font leurs annonces et échangent leurs cartes avant d'étaler celles du mort ? Le jeu séduit les diplomates, financiers, officiers et aristocrates d'Europe et des États-Unis dès la fin du XIXe siècle, qui voit naître la première compétition et le premier code de bridge. Jeu cérébral par excellence, il nécessite concentration, mémoire, tactique, mais aussi confiance. La lutte entre les deux équipes n'est en aucun cas verbale, puisque le silence est de mise une fois les annonces terminées, comme le whist, son ancêtre, le signifie. La scène mythique du Marius de Marcel Pagnol serait une cause de chicane entre bridgeurs, alors qu'ils tentent plus ou moins discrètement de jouer carte sur table. Je cite, et pardonnez-moi si je n'ai pas l'accent. « Je ne dis pas que je vais pleurer, non, mais moralement, tu me fends le cœur. Il est bien dommage que son usage se perde, ça ne fait pas un pli. »